Euh, recording. Donc, bonjour tout le monde. C'est pour de la Société SLA du Québec. C'est mon grand plaisir de passer le microphone à Dr. Richard Robitaille qui va faire la modération pour ce soir. Mais avant que je fasse ça, j'aimerais en premier remercier nos sponsors, Shionagui et Biogène. Merci beaucoup pour votre support pour cette soirée. Merci, Kate. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Alors, je suis Richard Robitaille. Je suis professeur titulaire à l'Université de Montréal au département de neurosciences. Je suis membre du CA de SLA Québec et impliqué dans le comité de la recherche et dans le but, le but principal, c'est de vraiment euh, euh, Blaguer. assurer un lien, une communication entre la communauté et les chercheurs et d'avoir le plus d'interactions possible, répondre à vos questions et à vos interrogations. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, heureusement. J'ai vraiment un panel extraordinaire ce soir, comme à chaque fois, et j'aimerais les introduire pour vous. On va y aller par ordre alphabétique. Donc, Dr. Gary Armstrong, peut-être Gary, just wave your hand. Just say hello. Gary is Associate Professor and Killam Research Scholar at Department of Neurology and Neurosurgery at University McGill. Welcome, Gary. Thank you so much. Dr. Angela Gange, I think many of you know, Angela is actually currently in Europe. So thank you so much for doing this midnight talk for us. It's truly appreciated. So Angela is a professor of neurology, director of CIM and clinical research, McGill University Health Center, director of ALS Clinic at the Neuro, and director of Access ALS. So thank you so much, Angela, and welcome. Thank you. Dr. Geneviève Matt. Geneviève, director of ALS and Motor Neuron Disease Clinic at the SHRM. There you go, there, Geneviève. Bien, merci encore d'être là, c'est vraiment apprécié. A researcher at CHUM, associate professor, département de neurosciences à l'Université de Montréal, c'est une collègue, et co-chair du Canadian ALS Research Network, qu'on appelle dans notre jargon CARS. Donc, encore une fois, un gros merci à Geneviève. Dr. Kesson Patton, qui est full professor, qui est à l'Institut national de recherche scientifique à l'INRS. Merci, Kesson, d'être ici. Il est au Centre Armand Frappier en santé et biotechnologie et il est aussi détenteur de la chaire Anna Storza Djukajan, donc une prestigieuse chaire qu'il a depuis quelques années. Encore une fois, merci, Kesson. Dr. Vincent Piché-Martel, donc un jeune clinicien neurologiste qui est au CHU de Québec. Salut Vincent, professeur adjoint à l'Université Laval. Donc, il vient tout juste de commencer. Bienvenue Vincent, encore une fois, merci. Dr. Sylvia Potti, professeure associée au département de psychiatrie neurosciences à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Elle a aussi une chaire de recherche du Canada dans le Central and Peripheral Cellular Network in ALS. Alors, merci Sylvia et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Et dernière et non la moindre, comme toujours, Dr. Chantal Sefton, qui est professeur titulaire au département de psychiatrie et neurosciences, une collègue même centre de recherche que Sylvia au cerveau. Elle est co-chair du Scientific Medical Advisory Council d'ALS Canada. Elle est aussi membre du CA de SLA Canada et bien sûr, elle est membre de notre comité aviseur scientifique à SLA Québec. Alors voilà, c'est notre fantastique panel pour ce soir. Donc, notre déroulement, on va commencer la première partie par une présentation du Dr. Gange qui va couvrir en assez de détails les études cliniques en cours. Ça a été très demandé au cours des derniers mois, donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était vraiment important. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment entendre, c'est le déroulement des études cliniques. Alors, on va prendre des questions pour Dr. Gange tout de suite après.
Et ben, comme il est très tard là-bas, donc on va la libérer après sa présentation. Et par la suite, on va passer aux questions ouvertes, donc à la séance de questions-réponses sur le Q&A session. On a reçu un grand nombre de questions déjà au préalable lorsque vous vous êtes inscrit, ce qui est absolument génial. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est on va piger au travers des questions que vous avez déjà fournies, mais aussi les questions que vous pouvez présenter soit sur le chat, en écrivant sur le chat, et il y a des membres du panel qui vont suivre les commentaires sur le chat, ou tout simplement utiliser la fonction main levée et on va prendre votre question directement à l'oral. Bien sûr, vous le savez déjà, tout est traduit, donc c'est vraiment cool. J'ai pas à répéter tout ça en anglais ou en français. Ça sauve énormément de temps, donc c'est vraiment génial. Alors, without any further ado, I think let's get going with our session. And I would invite Angela to cover the clinical trials. You should be able to share your slides, I think. Kate, est-ce qu'elle a été... yes, Yeah. super cool. All right. Thank you so much, Angela. You are most welcome. I'm just seeing if I can get this into, let's see. Yes, even that works. So Oh, fantastic. thank you, Rashad. And thank you everyone for listening. I will not stay on, as Rashad said, for questions because it's beyond midnight here. So I'll be a little tired, but I will share my slides with Dr. Robitaille, and he can share them with everyone. I think SLA Quebec will be able to do the translation of the slides for us. So as Richard said, I continue to work in clinical trials very actively and am now directing a Center for Innovative Medicine at the Glen at the Research Institute of the MUHC, but continue to actively work on bringing trials into Quebec and into Canada. And so I'm going to share with you where we are with a number of programs. Despite the concerns that some people have when they first get diagnosed, they worry that they'll have to go far afield to find active clinical trials. And in fact, in Quebec, amongst the three most active clinics in Quebec, Dr. Matz, Laval with Vincent, and at McGill, we actually do a lot of the clinical trials, even the very early ones. So I think it's important that local patients know what's happening in their backyard as we see people from far afield. It's always important to know you don't really have to go that far to get the cutting edge treatment. So without any further ado, I'm going to start going over the different programs. Some you may have heard of, some may not have heard of. That doesn't speak to the quality of the program, but rather to how much chatter there is online, which is sometimes good and sometimes not so good. So let's start right away. And the very first one I'm going to mention because it's really homegrown, and I'm sure Dr. Robitaille can answer other questions about it. But just to let you know that the darafenicin trial, which was a phase 2 and involved multiple sites, but was based in Quebec and Ottawa, is finished recruitment, which is a really big milestone in a clinical trial because once you finish recruitment, then you know when you're going to finish your trial. In terms of the last patient finishing the last visit they'll be in. And we know then after that, we will be able to do the analysis and give you the results. We would obviously, this is an important academic program. These results will definitely be available once we finish the full part of the trial. And just to remind you that this was a project that came out of Dr. Robitaille's lab at the University of Montreal and really targeted a type of receptor. We call it the muscarinic acetylcholine receptor at the neuromuscular junction. So we're eagerly awaiting the results of this program.
Richard, will you mention it later as well? Yeah, I mean, if there are questions and how it works, definitely I'll be around to answer. Perfect. Thanks, Perfect. Angela. So really important. This is our team. So we look forward to the results. There are a couple of others that are close to recruitment, but actually look like they will go on to the confirmatory trial based on what we're hearing. One is a drug that is owned by a program run by a company called Corcept. And this trial has been closed for a while. It's called the DALAS trial. Excuse me. And it has a very specific drug. The name of the drug is dazucorilant, and it's a very specific drug that targets something that we have been studying off and on for many years, and that's the glucocorticoid receptor. And this particular drug targets it directly to actually modulate this receptor. The first study looking at this receptor actually occurred in the late 1980s. That's the first time I worked on it. So there is a lot of background, but it's not yet known what the final results will be. They haven't published it, but they are preparing for a further development of this drug. So I'm expecting that we will have a phase 3 of that drug. It's oral, it's easy to take. It was offered at McGill, amongst other places in Canada, and we really are waiting to see what's next. The next program I want to talk a little bit longer about because it has been in social media. And Dr. Matt was pivotal in starting this program. I think you were the lead PI on this program in Canada, Genevieve. It is called the drug is called QRL 201. The company is called Curalis, and it's a very specific kind of medication. It's something called an antisense oligonucleotide, which is a kind of genetic modifying therapy, but it's actually a small molecule. What's important about ASOs, and that's the short term that we use, is that when we use ASOs for ALS or Lou Gehrig's disease, it's actually injected by a lumbar puncture. You have heard about a related drug because tofersen, which has gotten conditional approval for SOD1 ALS, is a similar type of drug, although it works very, very differently. So this medication is given through a spinal tap, and we are in the very early stages. We're at the end of phase 1. The target of this is one called Stathman, and it's important because it was really only identified around 2016, 2018. And it's been very rapid development of a drug targeting this protein. What's important about this protein is that it's one of the proteins that is most decreased in patients with sporadic disease when they have a certain kind of features in their cells, something called TDP-43 mislocalization. And that what this drug does is it actually reverses the pathology by increasing the normal Stathman back to normal levels. So it's a very interesting way of working. It is given through a spinal tap. It's the same class of medication as tofersen, but has a very different way of working. And we're towards the end of the phase 1 program. And we will know in the new year, I expect. It's going to take a few more months to finish this. So I think it's going to be 2027 before we have the results and the new plan. There was a group of patients in this study who actually had the C9orf72 mutation because there are reasons to think it might be particularly effective in that group of patients.
Combat is another one that I just want to remind people. It's actually a phase 3 program. It's been around for a long time now. Years, essentially, it took a long time to recruit to the study, but they're finished recruiting. And again, we should find out if this drug works next year. It is a particular kind of drug that works on inflammation and the inflammatory response that could be damaging the motor nerves and causing motor nerve damage. So it really is working to control an element of inflammation, and in that way is neuroprotective. So we should know once the final patient finishes the study, it's about 6 months after that last patient last visit that we get results in a clinical trial. Ionis has a program that is now under another company called Otsuka. This particular program is actually quite famous because of the way it was developed. This is another antisense oligonucleotide, so another ASO. It was developed by the same company that developed tofersen. It's for an ultra rare form of ALS. It's something called FUS ALS, which happens in young people. So the majority of the people with the FUS mutation are under the age of 30. It often appears, even though it's a genetic mutation, it's often such that the person with it is the first person identified in the family. And the drug was actually developed and then kind of almost left on the shelf. And one of our colleagues at Columbia in New York took the molecule and did a series of individual trials with patients, demonstrated this drug actually had a very significant effect, although it took a while to work. And now the company is gone, and we're at the very end of this program. And we have high hopes for this for people with this ultra rare mutation called FUS. Now we're getting into those that are newer studies that are either just begun or are in process at various stages. The next study, the next program is looking at a drug that is called Usnoflast. I cannot pronounce it properly, so forgive me. The company is Zydus. It's got a very interesting mechanism of action. It targets NLRP3 inflammasome. So it's another drug that's targeting inflammation. It has started. We have a site in Montreal. It is now going through an amendment and will restart recruitment, I expect within the next month or so. The original program was done outside of North America. And so this is the first time it's been in North America. And it's actually a phase 2B. So depending on these results, we could very well have another trial in phase 3 once this particular study is done. But we're fairly early on in the recruitment of this phase 2 study. There will be slots open as soon as this amendment goes through. So it's an active recruiting trial in the next little while. Let's go to something that actually is come very interesting from my perspective, and has come out of the work of somebody who we know and is a very, very well-known, very senior ALS doctor. His name was Stan Appel. And he did a lot of work on something called Treg cells, and actually started developing his own treatments trying to boost Treg cells, and it has led to this program. The company's called Coya. They've created a combination therapy. We're now in phase 2. We have a site here in Montreal. And what this treatment does is plays on two pathways that actually have independent evidence
of benefit in people with ALS. So potential disease modifying benefit. The combination is low dose IL-2 and abatacept, which enhances Treg function. The study is actively recruiting right now. It's for all the usual patients. The only feature that's unusual in this study is you have to be fairly independent in that your ALS-FRS has to be above 35. Normal ALS-FRS, as some of you know, is 48. So you're allowed to have some problems, some weakness, but you have to have some remaining strength. So we're really watching this with keen interest because of all the work that Stan did that supports this pathway. Now we're getting into the one phase 3 study I'm going to talk about. So as you probably are aware, a phase 3 study is the study that you need to do in order to get a drug approved and available in the general pharmacies in a normal way. This drug is pridopidine. It's in phase 2 now internationally. We have a site in Montreal. Pridopidine was part of the Healy platform of trials. It failed its initial primary endpoint. However, what they discovered when they looked at the data had an effect on people in particular who had bulbar symptoms. And those of you will know that the bulbar symptoms typically are speech and swallowing. And in the study, they had looked at speech patterns and were actually able to demonstrate a benefit. So we're in phase 3. They're looking for normal age range, but people who are within 18 months, a year and a half of their beginning of their symptoms. The symptoms can be speech, swallowing, or weakness in the arms and legs, so it's not restricted in that way. The drug is something that we call an agonist, which means it activates the sigma 1 receptor. So it's the opposite of some of the other studies in which it's not damping down something, it's actually improving motor neuron survival and transport through this activation of the sigma 1 receptor. Again, another oral medication. NeuroBio is at the other end of the spectrum in that it is very early. We have a site in Montreal, and this target is something that is very exciting right now. There are at least 3 or 4 companies, pharma, that are looking at drugs targeting SARM1. I know of 3 active programs. This is the first one to hit clinic in North America. And what it does is blocks this particular enzyme, again, to protect the motor neurons, particularly the long axons, from dying off. So it's early. The study is special in that the placebo-controlled period is only 35 days, and then anyone that enters goes into an open label extension for a year. And we're recruiting actually right this minute. So we're looking for people interested. There's a couple more, and then I'm going to turn it back to Richard, but I think it's important for you to know just how special it is to be in Quebec and have access to so many things. This next program is a program out of a sponsor called Lilly, and it is another antisense oligotherapy, ASO therapy. This program is targeting something called UNC13. UNC13 is important because its role in ALS was identified, I think it's over 15 years ago now, through a cooperative program called MINE that was in Europe and North America, looking at the genetics of ALS.
And although it is not a mutation in a gene, it is a change in the production of a normal protein, UNC13A. And with this change, with this decrease in normal UNC13, there's evidence that if you have this particular abnormality, you have a more aggressive, faster progressing disease. So now we're really targeting this protein, trying to return it to normal levels to get normal function in the nerves and actually be disease modifying. This is the first of at least 3 UNC13 programs that are coming along. This one is currently in Montreal. Lumina, I think I only have a couple more, Richard. Lumina is the new program out of the company called Amylyx that you knew from the Relyvrio program. It is another antisense oligo targeting yet another pathway. This one's something called calpain-2. So it's again something that's given by Spinal Tap. And they're looking for very standard people for standard types of ALS patients, 2 years from symptom onset and a breathing capacity that is 65. They're actively looking for patients, and they're in the process of looking at their data and planning to have long-term treatment while they're developing the drug further. I think this is one of the last programs, but it just tells you how exciting it is to be here and in this phase. We have the newest form of therapy for people with SOD1 ALS. This is a kind of therapy that uses a technology called siRNA. It's another drug delivered intrathecally by Spinal Tap. It works differently, but has the same effect as tofersen of lowering the SOD1 and protecting the motor neurons that way. What is most interesting here is that there's a potential for it to be dosed much less frequently than tofersen. So if the results continue to come the way they've been presented most recently, I expect this program will continue on. So we're still looking for people with SOD1 mutations who are interested in a newer form of therapy. Finally, the last couple, PRO101 or Procetin, that's currently closed, but it will reopen. It's another pill or an oral formulation. It's a liquid, this one. It targets something called MAP4K, and it inhibits this and promotes motor neuron survival. What's interesting here is it's another one that's come out of academia. So universities are producing drugs for treatment of ALS, which I think is super cool. It's still active here, and we look forward to the next phase. And super fast, Quebec is one of the key places for a network of phase 1 trials. As you heard, Dr. Matt's site and my site both run phase 1. We're setting up a network so phase 1 trials can go across the country. That program is called Access. And we have Capture, which I'm bringing up because we're close to Capture 2.0. This is a special program that does longitudinal collection of information. We're looking for ALS patients, control patients, patients with unusual forms of ALS. And our Capture 2.0 is going to be driven in large part by University of Laval. Dr. Dupre is heavily involved, and so we will be letting you know in all of your clinics when this opens. It's a huge effort, but it's also really important for helping us find new drugs, and that's really what we're doing it for. So with this, it's a short tour of what's available in Quebec. As you can see, there is a lot, and there's more all the time. I think there are probably some that are
are coming in the next 6 months that I haven't even mentioned. If you have any questions, contact us. Feel free also to reach out to clinic, but happy to share the slides, and I'll turn it back over to Dr. Robitaille. Thank you so much, Angela, for this tour de force. I think it's actually very exciting to have so many actually going on in Quebec. It's really amazing, and I think this picture shows. I think we get also the sort of the top of the line, right? It's really the top strategies are actually tested here with us, and then we contribute to this. So it's actually very exciting. Do you have a few minutes just if there's some burning questions before you go to bed, or They can also email me. So okay, any that's questions good. All can right, be we'll let you emailed. go. Yeah, We'll but let you go. I'm doing another shout out, right? Dr. Dupre leads programs, Dr. Matt leads programs, Yep. Dr. Massey leads programs, I lead programs. So in the clinical trial realm, the push for treatments, Quebec really is, we're doing our best to bring things to Quebecers as quickly as we can. Thank you so much. This was very nicely done. Bye-bye. I'm Good going to go night. to bed. Good night. Bye, everyone. OK, donc, alors voilà. On est prêt, donc si vous voulez, on passerait à la période de questions proprement dite. J'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs questions sur le chat qui ont été répondues à mesure, donc merci à mes collègues. Alors, si vous voulez, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête? Sinon, ce que je peux faire, c'est commencer avec une question qui nous avait été fournie au préalable. Donc, peut-être allons-y avec une question préalable et vous pourrez formuler vos questions à mesure. Je commencerai peut-être par quelques questions cliniques. Donc, je vais mettre mes collègues cliniciens sur la sellette. J'irai avec par où commencer? Je vais donc peut-être y aller, je vais prendre ça la première sur la liste. S'il y a des recherches pour la SLA auxquelles on peut participer dans la ville de Québec, donc dans la région de Québec directement. Donc déjà, Dr. Gant, j'en ai fait référence à quelques-unes, mais peut-être Geneviève et Vincent, vous pouvez embarquer là-dessus. Chantal, donc nos collègues de Québec, voir qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus. Je peux y aller en premier. Donc, à Québec, en ce moment, Dr. Genge a parlé du principal là, qui est Capture LS, mais qui est en même temps dans un peu un arrêt temporaire. Là, mais c'est un des projets principaux qu'on a, donc qui est un recrutement surtout pour avoir des données longitudinales sur les patients, des données de biomarqueurs, etc. Ce n'est pas un essai clinique. Malheureusement, en ce moment, dans la ville de Québec, on n'a pas d'essai clinique en cours. C'est un peu un temps mort, là. On a une qui a terminé son recrutement il y a quelques mois. On espère en avoir d'autres dans les prochains mois qui vont venir à Québec, mais c'est un peu mort. Sinon, on a d'autres projets fondamentaux là. Sylvia, entre autres, avait un mot à glisser là-dessus sur un projet qu'elle travaille là. Je vais laisser le micro. Oui, oui, merci. Oui, en effet, moi, Chantal, Vincent, on est tous à la ville de Québec. On est en train on a tous des projets fondamentaux et c'est toujours important pour nous de vérifier que nos recherches qu'on fait sur nos modèles de souris ou des cellules, ils ont du sens. Donc, vérifier. On te perd, Sylvia, on n'a pas un bon, on perd un peu ta voix. C'était. Désolée. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, là, c'est mieux, c'est bon. Parfait, désolé. Donc, non, comme je disais, c'est important pour nous qu'on fait de la recherche fondamentale de vérifier que nos observations qu'on fait sur des souris, sur des cellules sont vraies.
qu'ils ont du sens. Donc, c'est toujours important d'aller voir dans des échantillons des patients. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à parler avec votre clinicienne, à demander des captures ILS, du programme Capture ILS pour faire un don des échantillons. Dans mon cas, nous, on regarde des petites fragments de la matrice extracellulaire, que c'est comme une gélatine autour des cellules. Et dans nos souris, on les retrouve aussi dans les liquides, donc des liquides céphalorachidien. Donc, on aimerait les voir aussi si c'est vrai, si c'est quelque chose que c'est vraiment lié à la maladie. Donc, je vous conseille encore une fois, contactez vos cliniciennes, parlez avec, demandez des captures ILS. Et une autre chose, si vous êtes dans la ville, venez nous visiter, venez visiter nos labos pour découvrir un peu plus nos recherches, nos équipes, nos outils et comprendre aussi comment l'importance de donner des échantillons pour la recherche. Bon, merci, je voulais juste vous dire ça. Non, puis Merci, Sylvia. je peux juste renchérir, là, Absolument. Capture 2.0 va ouvrir le plus tôt possible, on espère. Sinon, en attendant, on a une biobanque au CHUM. Donc, quand vous faites des prises de sang, souvent, on vous sollicite là, pour donner des échantillons à Cerveau du CHUM. Nous, c'est Cerveau avec un S. Mais et puis, bien sûr, il y a l'essai clinique de probiotiques qui recrute toujours des volontaires sains, des patients atteints également. Donc, très excitant. Super. Chantal, do you want to add something? Not too much to add, but I do want to encourage everyone to participate if they can as much as possible, because the more we can learn from humans and how disease progresses in living people, the more we as scientists can then go back to the lab and see if there's things that we can develop in terms of therapies or understanding the disease, then to test in our different models, to test in human cell lines or samples taken from humans, people with ALS, and then hopefully someday develop that into what can go into a clinical trial. So I just encourage everyone to participate if they can. Inquire with your neurologist. I put information about Capture ALS in the chat, and so just I encourage you to participate if you can. Merci, thank you so much. Je prendrais peut-être une question sur le chat pour Vincent et Geneviève. Donc, on a eu une liste de tous les essais cliniques. Et donc, la question bon, je l'ai perdu, désolé. Zut. Bon. Voilà. Donc, de Mme Perrault, comment décider quel traitement à l'étude on devrait choisir de tester? Donc, en fait, s'il y a plusieurs options d'essais cliniques, comment on s'oriente dans tout ça? Je pense que c'est un peu, si je comprends bien votre question, Mme Perrault, peut-être avec Geneviève et Vincent, un peu sur la stratégie en clinique par rapport aux essais cliniques. Ouais, je peux commencer, puis Geneviève, tu renchériras. Donc, si je comprends bien, puis si tu avais raison, Richard, si la question c'est par rapport à tous les essais cliniques qui sont disponibles et comment on choisit lequel participer versus comment on amène un médicament de la recherche fondamentale vers la recherche clinique, ça c'est une autre question et plus complexe. Mais si en termes d'essais cliniques, en fait, souvent c'est basé un peu sur les critères d'inclusion qu'on peut remplir. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on d'emblée, il n'y a pas beaucoup d'essais cliniques qui sont disponibles au Québec. Une fois qu'on est intéressé par la recherche clinique, ben on est référé vers les centres qui ont ces essais cliniques-là, que ce soit à Québec ou à Montréal ou à Sherbrooke. Et en fonction, on peut faire un premier tri en fonction tu sais, des types de médicaments, les types, si c'est une injection, un médicament par la bouche. D'abord, qu'est-ce que les gens sont intéressés à participer, qu'est-ce que ça implique en termes de visite.
Et s'il reste des choix encore, par la suite, c'est beaucoup les critères d'inclusion qui vont faire un tri des patients qui peuvent être inclus dans les essais cliniques. Certains empêchent le fait d'avoir un nouveau médicament dans les derniers mois, d'avoir tel médicament, d'être trop avancé dans la maladie, avoir une fonction respiratoire qui est trop faible. Donc, il y a plusieurs critères d'inclusion. Donc, c'est un peu le tri qu'on peut faire, je dirais, en termes d'essais cliniques, principalement. Oui, en effet, Geneviève. tu as raison, Vincent. C'est souvent les critères d'inclusion là, qui vont décider pour nous. Puis ensuite, ben, disons qu'on aurait un candidat comme tous les études font, là, moins de 2 ans, plus que 24 sur 48 dans l'essai clinique, plus de 60% de capacité vitale, ben, ça vient ensuite à qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous, qu'est-ce qui s'intègre le mieux dans votre mode de vie. Si ça suppose voyager à l'autre bout du pays, c'est peut-être pas pour vous si vous trouvez que c'est un trop gros implication. Il y a des études, des interventions moins exigeantes, mais plus fréquentes, aux 2 semaines. Est-ce que c'est plausible pour vous? Donc, c'est des choses à regarder. Puis ensuite, ben, il y a un peu là-dedans de la philosophie des gens. Donc, des patients à qui, bon, un médicament qu'on connaît mieux les risques, qui a déjà été étudié chez les humains, je sais un peu plus à quoi m'attendre, versus des gens qui vont dire non, moi, je veux, même si c'est très risqué, ça semble plus efficace, donc je suis prêt à aller vers ce projet-là. Bien sûr, c'est toujours bien encadré. Puis on peut peut-être adresser 2 petites questions là, sur les critères d'inclusion là, dans les études. Donc, le test de fonction respiratoire, c'est que pourquoi c'est souvent un critère? Ben, en fait, c'est un des facteurs de pronostic vital. Hein. Donc, on veut le bien des patients, puis on veut aussi être capable de mesurer un effet sur la progression. Donc, si on commence avec des patients qui ont déjà une atteinte respiratoire, ça se pourrait malheureusement qu'avant la fin de notre période d'évaluation, ben, soit ils meurent ou ils soient s'ils meurent pas, c'est parce qu'ils vont avoir fait le choix d'avoir une trachéotomie. Donc, c'est une des raisons pourquoi. Est-ce que ça veut dire que les patients n'en bénéficieraient pas de l'intervention? C'est sûr que ça, c'est quelque chose avec lequel une question à laquelle on n'aura jamais une réponse claire. Puis c'est similaire un peu à un commentaire là, qui a été fait pour les patients qui avaient disons, là, plus de... Excusez-moi, je croyais, monsieur... Ouais, non, c'est ça, c'est de Mr. Parsigno asking about, patients with patients Shorter that have time to diagnosed for diagnosis. longer time, right? Et puis on avait aussi une question formulée préalablement. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui dépassent cette période-là de OK, c'est 3 ça, j'ai ans? amalgamé. C'est ça, mais c'est tout à fait, je pense que c'est revenu à quelques reprises, Geneviève, tu as bien raison. C'est ça. Donc, c'est sûr que si ça... Les gens qui ont dont le sort dans la maladie et d'avoir une maladie qui progresse plus lentement, de survivre plus lentement, ont une évolution pas moins cruelle, mais tout aussi mais très lente. Ce qui fait que c'est plus difficile de mesurer un changement sur la progression. Donc, il y a ça. Il y a aussi que des fois, c'est des diagnostics qui sont peut-être atypiques. Mon espoir, c'est vraiment qu'on soit capable de stratifier, donc de faire des sous-catégories de patients pour être capable un jour là, de distinguer ce qui fonctionne pour chaque patient. Comme ça, les patients qui progressent plus lentement auraient leur traitement, puis peut-être qu'on pourrait déterminer que pour ceux qui avancent plus rapidement sont tout aussi bons. Merci. Peut-être, là, je pense qu'on est OK dans le chat. Je passerais peut-être à une question plus du côté recherche. Je sais que Dr. Armstrong doit quitter bientôt pour dans environ 15-20 minutes. Donc, j'essaie de prendre a few questions for you, Gary, so if you don't mind. Sure. Une question de Madame Barrett.
en lien avec des recherches sur le gène C9, thérapie génique et autres. Donc, nos experts moléculaires, là, Kesson, Gary, Sylvia. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? This is a C9 question. Yeah, that's the Yeah. C9 question. Yes. We actually have an expert here. Kesson is an expert Exactly. on C9. Yeah. 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 I can start, I guess. I think, Yeah. the question is there research going on? Yeah, basically, yeah. What are the Yeah. research on and any hope for a therapy, sort of gene therapy coming up? Yeah. Okay. So there's actually a lot of research on C9orf form of ALS. There's actually more now than SOD1 and 2. And the research is in different aspects. Some of it is understanding the disease, the pathogenesis, how the genes being involved, and the genetic variant is causing kind of leading to the ALS. And then there's also some aspect looking at biomarkers related to C9orf 72. And then the third one is therapeutic strategies. So there's a few that's being done in our labs in Quebec. So I think Sylvia mentioned you guys are welcome to come and see what we do. I think we might organize something more research oriented than what we are doing in Quebec that could help, and then see what we're doing. But in terms of therapeutics, well, there was an ASO that was in trial for C9orf. Unfortunately, it wasn't very successful, but there's still research in that field of ASO trying to have different modification, and then hopefully that could be better. But I think where we are going now is looking at genome editing, like using CRISPR-Cas9 to target the one that causes the toxic things related to C9orf72. But all the therapeutics are still in preclinical phase, I would say. There's nothing that's out there. But I think in like a couple of years, there would likely be at least one reaching the clinical trial. Yeah, so that's the status on the C9. Merci, Kesson. Yeah. Je vois sur les chats, je sais pas, Kate, Lee, il y a encore des gens qui ont un peu de difficulté avec la traduction. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Peut-être passer, il y a eu 2 questions là-dessus et ça revient presque à chaque rencontre sur l'utilisation des cellules souches. Donc, une en particulier sur le projet, la compagnie Neuron, mais aussi sur les cellules souches en général. Donc, I don't know if anybody wants to jump in on that. We can actually put a few links in the chat as well for the people pour les gens pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne sais pas qui veut embarquer là-dedans en premier. Neuron is easy. I can do it. So maybe I think that was kind of a hype a couple of years ago on the media, internet, and all that. Unfortunately, the phase 3 trial of Brainstorm or Neuron didn't meet the criteria of evaluation. So basically, slowing the disease progression. But I think there's been discussion between the company and FDA. So they kind of review the strategy for the trial. So now I think they approved to launch a clinical trial 3B, where they'll focus on patients with early stages of ALS. So it should start this year. So I think we'll know in a couple of years again if this therapy would be beneficial for maybe a subpopulation of ALS. In large stem cell therapy, it's kind of getting out there, like emerging as a topic. But to my knowledge, there's nothing that's being approved, unless if you go to blood disease and immune disorders, maybe there. But in Canada or US, there's nothing really there in the clinic for those. Yeah. Perfect. Gary, do you want to add, or maybe our clinicians, Vincent, Geneviève, anything on that? Yeah, I mean, I'll just jump in. My personal thoughts on the stem cell therapy is that I'm somewhat skeptical of it.
I think it really was hyped up by a lot of researchers. It sounds like an amazing thing. I mean, you can sell it as in, I can take your cells, I can reprogram them into stem cells, and then inject them into your bloodstream, or and then inject them into your spinal cord, and inject them into your brain, and then they'll regrow into motor neurons. Unfortunately, that just not really is the way that, I mean, maybe one day we'll get there, but unfortunately, the technology for that really isn't there. A lot of these times these cells maybe get injected and maybe they'll be fine there for a while, but they don't grow axons. Remember, motor neurons have to have axons that grow out. They have to go to the right muscle. I mean, what happens if it starts innervating the wrong muscle? You wouldn't be able to coordinate anything. So I really feel that it really was a hyped up trial. But maybe one day that technology will be there, and that could be an exciting thing. Those are my personal thoughts on it. I think there's far more interesting therapies being developed right now with ASOs that are just for the field really exciting, because now we're starting to get newer versions of those ASOs, and eventually there might be ASOs you can actually take just by pill or by injection into the bloodstream, not even having to have one of those punctures by into your cerebral spinal fluid of the spine. And so as we understand this disease more and more, and as I echo what Chantel was saying a few moments ago about everyone trying to get involved with Capture ALS 2.0. I actually did Capture ALS 1.0 as a control subject. I'm not sure if I'm supposed to say that. It actually wasn't that hard. It was actually kind of fun to do and be part of this. And I look forward to being a healthy control for Capture 2.0. Because I know that if the ALS patients can be a part of it, I sure as heck can do it as well too. And I encourage you all to do it, because the more we know about this disease, I mean, everyone's disease is different, right? We all don't have SOD1 mutations, right? We all aren't C9orf72 patients. It's a very diverse group of patients with mutations that we know, and maybe some that we don't know, and maybe some people that don't have any mutations but the more we can understand this disease and all its variations, the better we can find treatments for it. So that's what I'm really excited about. And maybe one day stem cell therapies will get there. Anyways, I'm kind of rambling on. Back to you, Richard. Vincent, je pense que tu veux... Oui, mais je voulais rajouter un point au niveau clinique, là. Je suis 100% d'accord avec qu'est-ce que Gary vient de dire. Pour les patients, là, faites attention à ce que vous voyez en ligne par rapport aux thérapies de cellules souches. Ça arrive souvent que les gens nous posent des questions sur des programmes qu'ils ont vus, des programmes miracles, qui est écrit que ça guérit la SLA, ça guérit telle maladie, ça coûte les petites fortunes pour les gens qui veulent participer à ça, là. Sachez qu'on n'a aucune évidence scientifique présentement que les cellules souches fonctionnent, comme on vient de dire. Donc, tous les gens qui offrent ce genre de service-là, ce n'est pas basé sur aucune évidence scientifique. Puis, il y a des fortes chances que vous faites avoir. Donc, j'en en cible pas spécifiquement. Donc, je veux préciser ça. Donc, il n'y a aucun programme présentement sur les cellules souches qui ont des évidences scientifiques. Sauf si c'est dans un essai clinique, là. Donc, ça, c'est différent. Si vous voyez vraiment un essai clinique qui étudie ça, c'est d'autres choses. Mais c'est des programmes offerts qui demandent un montant d'argent. Là, faites extrêmement attention. Merci, Vincent. Tout à fait. C'est tout à fait pertinent. C'est souvent dans ce contexte-là, c'est dans le contexte des cellules souches qu'on se sent obligé d'émettre un commentaire comme ça. Donc, c'est particulièrement pertinent dans ce créneau-là, malheureusement. Je pense qu'on est encore à jour sur le chat, donc je passerai peut-être à une autre question, plus du côté clinique. En lien un peu avec l'utilisation des médicaments en cours. Donc, il y avait une question de M. Claude Berthiaume sur l'utilisation de Radicava et sur le possible impact de la progression de la maladie. Est-ce que je vois Geneviève peut-être? Oui, je te vois réagir. Oui, bien, en fait,
J'avais des questions sur la question. Je ne suis pas certaine. On Je sais voulait pas, en êtes-vous là, M. euh, Berthiaume, bien si ouverte à jamais vous on a besoin entendre. de commentaires, de Questions, clarté? puis, si vous pouvez spécifier, ça va me faire plaisir. OK. Donc, je ne sais pas si êtes-vous là, M. Berthiaume? Ben, moi, c'est Monsieur BEV. OK. J'avais posé la question. OK. OK. À quoi sert le Radicava? Parce qu'on me l'a offert, je suis pas sûr. OK. Ben, le Radicava, je pense, Dr. Sefton, ça passe vite dans le chat, là, il se passait beaucoup de choses en même temps. Mais Dr. Sefton a bien répondu, là, c'est une molécule antioxydante. OK. Puis, tu sais, ce qu'on dit aux résidents en neurologie qui graduent, tu sais, aux questions d'examen, comment ça marche, on n'est pas certain, c'est la bonne réponse. OK. Mais en gros, ce que ça a démontré, ce médicament-là, c'est que ça ralentit la progression de la maladie. Donc, c'est très modeste, mais c'est une des choses qu'on peut offrir. Donc, c'est un médicament qui a été étudié au Japon initialement, puis qui montre que selon une échelle fonctionnelle, donc l'infirmière, votre médecin vous pose des questions, une douzaine de questions, plus ou moins subtilement, là, pour savoir comment vous fonctionnez. Donc, si on mesure le nombre de points que les patients perdent par période de temps, les gens qui prenaient le Radicava en perdaient moins. Ensuite, est-ce que c'est significatif? Là, c'est aux patients de voir. Auparavant, c'était administré en intraveineux. Donc, c'était quand même assez lourd comme protocole. Maintenant, c'est un sirop, donc c'est un peu plus facile. Donc, c'est vraiment à voir là, les avantages, inconvénients avec votre médecin. Ouais, mais c'est ça, le médecin nous dit que peut-être que ça va nous aider pour 3 mois. Ouais, les données de survie pour le Radicava sont moins claires. Il se trouve cependant des analyses post-hoc, là, disons, là, sur la survie des patients dans les études. Il va y avoir des données sur le monde réel, là, donc des registres comme le registre canadien des maladies neuromusculaires qui va nous permettre de voir ça un petit peu plus clair. Donc, c'est sûr que ça se traduit par des augmentations de survie quand même modestes. Quelques mois. À l'échelle de la maladie, ben là, c'est à vous de voir si vous pensez que ça vaut la peine. Aussi, il faut voir, par exemple, le Riluzole hein, dans un monde moderne avec les soins interdisciplinaires qu'on a maintenant, c'est plutôt 6 à 9 mois de survie qu'on a calculé. Oui, Puis, je suis d'accord. Je m'excuse. Excusez ma voix. Mais vu que la maladie n'est pas pareille pour tout le monde, à quel point que le médicament est bon pour tout le monde? Ah! En effet, ben c'est ça, c'est que c'est des choses qu'on peut pas débusquer. C'est peut-être pour ça qu'on n'en trouve pas encore des médicaments qui sont bons, parce qu'il y a des patients chez qui la maladie va ralentir vraiment, puis d'autres qu'elle ralentira pas tant que ça, ou qui auraient été lentement de toute façon. Donc, c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'un des gros messages, au-delà des médicaments, c'est vraiment les soins interdisciplinaires. Je pense qu'on fait beaucoup plus de différence par l'introduction des soins respiratoires, gastrostomie si c'est une option. C'est pas des médicaments, mais en ce moment, c'est super important comme intervention à ne pas négliger. Puis bien sûr, de rien. Merci Gary. Merci Gary. À la prochaine. À bientôt. Donc, merci pour la question, M. Berruet, parce que ça recoupe plusieurs questions des gens de savoir c'est quoi le meilleur médicament, qu'est-ce qu'on peut faire quel est le meilleur traitement et tout. Donc, je pense que votre question a permis d'adresser plusieurs aspects, entre autres Riluzole, Radicava, qui sont les deux principaux présentement. Donc, merci, c'était bien éclairant comme question. Il y a une question aussi dans le chat qui demande si bon, je l'ai perdu.
Ah oui, donc donc Madame Perrault qui demande si on prend un médicament comme le Radicava, par exemple, est-ce possible de participer à une étude clinique en même temps? Euh, je ne sais pas, les cliniciens sont Ouais, en bref, on avait embarqués. commencé à répondre, là, Ah, Vincent. OK, c'est bon, parfait, je ne l'ai pas vu. Fait que ça Ah, dépend OK, des OK. études, mais en général, ça Vous prend êtes. une dose stable. Donc, que le Radicava soit exclu, c'est quand même rare, mais d'habitude, c'est quand même 2 cycles. Fait que ça peut retarder votre entrée dans un projet de recherche. Donc, c'est voir la balance des avantages et inconvénients, là. Mais il y a une notion, je pense, c'est la notion de traitement. Je pense que quand on monte une étude clinique, corrige-moi Geneviève, mais je pense que c'est important de considérer que si le patient prend un médicament qui est prescrit pour son état, on doit respecter cette prise de médicament-là. Donc là, après ça, selon l'état, comme Geneviève dit, ben c'est à quel moment dans l'entrée dans C'est ça. l'étude peut se faire. Donc, ce serait bien mal avisé de ne pas permettre aux gens d'avoir un des standards de soins pour rentrer dans une étude. C'est Tout souvent à fait. ça. Ouais. Donc, Radicava, il n'y a pas grande obstination là, avec ça. Non, c'est ça. OK. Super. Donc, je pense qu'on est dans le chat, on est à jour. Si on allait, euh, je pense il y avait une question qu'on avait reçue de M. Béchard. Je pense qu'on a répondu à votre question, à savoir quels sont les meilleurs médicaments actuellement, mais je pense qu'on les a couverts. Riluzole, Radicava, c'est ce qui est de disponible et on a entendu parler de tout ce qui était à l'essai. Il y a aussi le Quartzidi, donc Tofersen, mais qui est vraiment pour les gens qui sont porteurs de la mutation sur le gène SOD1. Donc, je pense que là, si le panel est d'accord, je pense qu'on a couvert cette question-là. Euh, euh, Peut-être une question de Mme Boisvenu sur la gestion de la spasticité. Donc, très clinique, là, donc pour Geneviève et Vincent, la gestion de la spasticité. Voilà. Je pense que c'était. Oups, désolé. Un chat. Bougez pas. Voilà. Pas si Merci. tu voulais commencer, Geneviève, je peux y aller, là, mais Désolé, j'ai été interrompu. ouais. Donc, en termes de spasticité, on a certaines médications là, qui peuvent aider. Les plus communes qu'on utilise certainement, il y a le baclofen, la tizanidine, qui sont des possibilités. Veut pas, la physiothérapie est aussi un aspect qui peut aider beaucoup pour la spasticité. Donc, tout ce qui est mouvement, ergothérapie au niveau des mains aussi, c'est toutes des choses qui peuvent aider pour la spasticité. Ça dépend elle est où. On a d'autres options médicamenteuses qui sont un peu moins bien prouvées, mais qui restent des options là, comme les benzodiazépines. Des fois, ça reste une possibilité, mais on utilise beaucoup moins ça. Puis sinon, souvent, il y a le Botox là, qui peut être aussi une option quand c'est très localisé, comme une spasticité. Donc, tu sais, quand les gens en ont de manière générale, on utilise plus des médicaments. Quand c'est un endroit précis, quelques muscles précis, là, le Botox peut être une très bonne option. Super. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question, Madame. Pardon, Madame Boisvenu. Peut-être qu'on passerait sur une question plus scientifique. En fait, c'est clinique scientifique un peu. Donc, Dr. Gantz en a glissé un mot dans sa présentation, mais où est-ce qu'on en est au Québec avec Quartzidi, donc Tofersen? Puis une sous-question à ça à se demander si euh, euh, un essai Quartzidi pour des personnes qui, euh, qui ont la forme sporadique. Donc, peut-être l'aspect clinique au départ, puis après ça, peut-être éclaircir un peu le mode de fonctionnement des antisens Quartzidi par rapport à la population générale. Est-ce qu'on commence par la clinique, peut-être? Où est-ce qu'on en est avec Quartzidi au Ouais. Québec? Je veux pas m'imposer. Dis-moi si tu veux acheter quelque chose. Euh,
Donc, en termes d'approbation du Qalsody, là, quand on parle de nouveaux médications au Canada, ça passe par différentes étapes. La première étape, c'est acceptation par Santé Canada d'une molécule, s'assurer que c'est sécuritaire puis qu'il y a un niveau d'efficacité. Ça, cette étape-là a été passée avec Qalsody en 2025. Après ça, selon les différentes provinces, le médicament doit être accepté, remboursé, principalement par les agents payeurs, que ce soit les assurances privées ou la RAMQ au Québec. En termes d'approbation par le système public, donc on a un organisme au Québec qui s'appelle l'INES qui évalue les médicaments, qui évalue leur efficacité et qui évalue l'aspect financier des médicaments. Donc, le Qalsody a été évalué par l'INES là, en 2025. Je me souviens plus exactement quand, mais je pense que c'est ou 2026, en tout cas récemment, là, qui a malheureusement pas été approuvé sur le plan de l'INES. L'INES a reconnu sa nécessité, son efficacité probable, mais qui trouvait que les données scientifiques étaient pas parfaites et surtout aussi un aspect financier à tout ça. Fait que pour l'instant, ce n'est pas un médicament qui est remboursé par la RAMQ, mais on a une possibilité de programmes patients et programmes remboursés par la compagnie. Donc, en ce moment, au Québec, si un patient a une mutation SOD1, c'est possible de recevoir le Qalsody par ces programmes d'accès spécial ou programmes patients. Donc, c'est disponible partout au Québec. Voilà, merci beaucoup, très clair, Vincent. Est-ce que, je ne sais pas, Sylvia ou Chantal Casson voulez commenter sur un peu le mécanisme de Qalsody et sa possible utilisation élargie au-delà des SOD1, donc l'impossibilité, en fait, de l'utiliser au-delà des patients SOD1. Chantal, peut-être? Yeah, I was just going to highlight too that there is a trial out of the US that's using tofersen to target non-SOD1 ALS. So this is interesting because, a few years, maybe a few years ago when we were talking about this, many people from the ALS community and their families were asking, well, can we take tofersen if we don't have genetic ALS, SOD1 ALS? And the answer was, we're not really sure. Well, now they're testing it. So, but how this works. So if you have a mutation in SOD1, this protein is quite toxic. And so the approach is, if you can lower the amount of this toxic protein, you can slow the progression or stop the progression of ALS. And so it's using these small molecules or these ASOs to lower the amount of this toxic protein, but it also lowers the toxic protein and it lowers the regular protein. So it does both. And this is reversing ALS progression or stopping ALS progression in many people and even restoring function. And so we will know if this will work in non-SOD1 ALS, which is, I think they're still recruiting for this trial. Merci, Chantal. Super cool. Voilà. Je pense que c'est très clair. Une question sur le chat. Monsieur Tremblay qui revient sur Neuron, qui était à l'étude en 2018. Qu'en est-il maintenant? Je pense que question peut-être juste Je vais le mettre dans le chat. Ouais, puis tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît, ou puis peut-être en français aussi. Je ne suis pas sûr que la traduction a bien fonctionné. Pour être sûr qu'on a l'information. Merci. Donc, peut-être une question qui touche un peu à ALS Québec. Je vois Anaïs était là tout à l'heure. Je la voyais, je ne sais pas. Es-tu là, Anaïs? OK, good. Oui, Peut-être j'irai vers toi. Il y avait une question qui est vraiment directement reliée à ALS Québec de M. Boucher. Qui demande par rapport à la possibilité d'implanter un registre des personnes
décédés de la SLA au Québec? Oui, merci pour votre question. On l'a mis dans le chat, mais il existe un registre canadien. Donc, je vais remettre le lien. C'est à déclaration volontaire. Donc, c'est certain que nous, SLA Québec, tout ce qui peut permettre de mieux comprendre la SLA, évidemment, on le soutient. Mettre en place un registre au Québec, ça a été soulevé aussi, vous l'avez peut-être entendu parler à travers les enquêtes, les différentes enquêtes en Estrie à Charlevoix. Donc, on suit le dossier de près. Par contre, c'est certain que c'est vraiment la santé publique, le gouvernement qui doit mettre en place un tel registre. On n'a pas la capacité à SLA Québec de le mettre en place. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à travers les enquêtes, il y a beaucoup de données sur le nombre de cas qui ont été recueillis. Et ces données-là, en fait, vont être analysées pour pouvoir faire un portrait de l'incidence de la SLA au Québec, donc savoir combien il y a de cas par région, etc. Donc, c'est en cours, c'est une bonne nouvelle. Donc, je voulais vous partager ça. Merci. Merci, Anaïs. Super. Est-ce qu'on est... Oui, OK, super, Kessen, merci. Est-ce qu'on est... Je pense qu'on est... On est à jour sur le chat. Bougez pas. Oui, Jefferson. Oui. OK, super. Donc, je retourne à ma liste de questions. Reliée à une question reliée aux facteurs environnementaux. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux, euh, donc facteurs de risque, mais aussi des facteurs génétiques? Donc ça c'est peut-être un peu plus direct, mais les facteurs environnementaux, c'est toujours une grosse question. Est-ce qu'on en sait plus? Où est-ce qu'on en est avec ça? Je ne sais pas qui veut se lancer. Donc, bien sûr, tout le monde, on est au fait des études de santé publique en Estrie et dans Charlevoix pour savoir s'il y avait des groupes de personnes atteintes qui étaient plus élevés, un nombre plus élevé que ce qu'on retrouvait au Québec. C'était pas significatif au niveau de santé publique, mais je pense que ça règle pas tout. L'inquiétude, les questions demeurent. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent commenter là-dessus? Est-ce qu'il y a nos cliniciens ou sinon, parce qu'il y a toujours l'étude sur les cyanobactéries, donc ce lac en Asie du Sud-Est, où il y a un regroupement, il y a un groupement de patients, il y a bien sûr des facteurs environnementaux de pollution, d'exposition à des contaminants et tout, mais c'est difficile de faire un lien direct entre l'impact environnemental et le développement de la SLA. Donc, probablement, ces facteurs-là sont des facteurs de risque. Donc, il y a probablement une condition chez des gens qui les rendent susceptibles à ces facteurs environnementaux et qui vont augmenter l'incidence ou la possibilité de développer la SLA. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on le voit maintenant. Maintenant, quels sont-ils? En fait, tout ce qui est néfaste est un facteur de risque. On ne veut pas s'exposer aux métaux lourds, on ne veut pas s'exposer à des formes de bactéries, bon, etc. Donc, tout ça est vrai pour toutes les maladies, y compris la SLA. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent ajouter là-dessus sur la perspective des facteurs environnementaux. Ben, je pense, Richard, tu as bien résumé. Dans le fond, on n'a pas identifié aucune habitude de vie ou exposition claire. Si on essaie de modéliser mathématiquement la SLA, c'est probablement 60% de la maladie qui est explicable par des facteurs génétiques. Puis sans que ce soit de la génétique directe. C'est pas parce que ton père là c'est comme une mutation SOD1, là, donc des facteurs de susceptibilité, puis probablement une interaction avec l'environnement. Donc, par exemple, quand on a fait une étude sur l'exposition au cuivre,
On s'est rendu compte qu'en effet, les patients SLA semblaient avoir un petit peu plus de cuivre libre en circulation, puis certains gènes dont l'activation était différente que chez des sujets sains avec des expositions très similaires. Donc, l'histoire n'est pas tout à fait réglée, mais on n'a pas de facteurs particuliers. Et ce qui rend l'aspect très difficile, c'est bon, chaque personne a son bagage, son identité, son unicité, exposé à différents facteurs, à différents moments, à différents niveaux, continu, pas continu. Donc, il y a énormément de variabilité dans tout ça et c'est extrêmement difficile d'avoir une mesure contrôlée pour avoir une réponse claire sur la contribution d'un facteur ou d'un autre. Donc, c'est d'où la difficulté et un peu la frustration parce qu'on aimerait tous savoir quels sont ces facteurs-là, évidemment. Et c'est extrêmement difficile à aborder. Donc, il y a ça va, je vois les questions, parfait, merci. Il y a une question sur le rosébalamine par monsieur Savoie. Moi, je regarde sur Internet ce qu'est rosébalamine qui a été approuvé au Japon en 2024. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, Je peux y aller, c'est là. vitamine B12. Ouais, OK. ça, OK, c'est c'est la la vitamine B12. formulation. OK. Ouais. Dans le fond, c'est une Ouais, formulation de vitamine B12 unique ouais. qui a été étudiée dans un essai clinique en SLA qu'on n'a pas de disponible au Canada dans cette formulation-là. Il y a certes, moi personnellement, je l'ai jamais prescrit, mais je sais que certaines personnes au Canada ont déjà essayé de faire un équivalent de dose dans une formulation de vitamine B12 qui est disponible ici avec certaines pharmacies dans un mode de prescription off-label là, parce qu'on n'a pas cette approbation-là pour la SLA au Canada. Moi, je l'ai jamais fait. Là. Je sais pas si Dr. Matt a une expérience de l'avoir déjà essayé, mais je sais qu'au Canada, certaines personnes ont déjà tenté de l'avoir. Mais c'est ça, c'est non approuvé par la FDA aux États-Unis, non approuvé par Santé Canada ici pour cette raison-là, donc non remboursé. Donc, ça serait une prescription off-label. C'est ça, c'est off-label. Puis comme tu dis, Vincent, ce serait une préparation spéciale parce que ce qui est souvent disponible pour injection au Québec, c'est du cyanocobalamine, donc cyano comme dans cyanure. Donc, à la quantité de B12 que ça prend, là, quelqu'un pourrait s'intoxiquer au cyanure. Là. Donc, ça prend vraiment une forme particulière. C'est un protocole quand même très exigeant. Donc, on parlait du Radicava. Là, j'ai l'impression de parler comme une grand-mère, là, mais il y a 6 ans, le Radicava, c'était en intraveineux, 10 jours sur 14. On installait des porto-4. Donc, le méthylcobamine, là, c'est un peu dans la même veine. Petite blague de ma tante Geneviève. Mais c'est dans le même type de travail, là, pour des données scientifiques qui sont pas mauvaises, mais qui sont pas extraordinaires non plus. Là. Donc là encore, puis ça, ce genre d'intervention étant hors indication, ça peut disqualifier d'un essai clinique là, aussi. Merci. Très clair. Très, très clair. Merci pour votre question. Ça démontre votre niveau de connaissance assez bien poussé. Merci. Il y a des questions plus larges. Peut-être, je vois, on a du temps. Je pense qu'on pourrait se lancer un peu dans cette question-là où c'est qu'est-ce qu'on sait des causes? Est-ce que la recherche avance? Donc, il y a eu beaucoup vous avez été plusieurs à soulever ça. C'est sûr il reste à peu près une demi-heure sur notre rencontre, ou un petit peu plus. On couvrira pas tout ça. Par contre, ce que j'aimerais peut-être mentionner,
Euh, il y a différentes options qu'on explore. Donc, soit la prochaine séance de questions-réponses qui sera en décembre, à la mi-décembre, après le gros congrès international de ALS-MND. Donc, une possibilité après ce congrès-là, ou qu'on fasse une session unique, spéciale, ou avec un panel, on organiserait une rencontre où on présenterait euh, les différents éléments principaux de la recherche. Par exemple, les avancées sur les biomarqueurs, pourquoi c'est important, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Le fait de pouvoir euh, suivre les patients de forme sporadique. Donc, on n'a pas d'histoire familiale. Comment on fait ça? C'est quoi les avancées là-dessus? Comment on peut servir de ça pour développer des traitements plus larges? Donc, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de faire une session uniquement pour ça, où on serait quelques-uns d'entre nous à faire des présentations de niveau vulgarisé pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe et avoir une information la plus large possible. Donc, stay tuned, restez à l'affût, soit à l'automne ou au début de l'hiver. Donc, soit genre septembre-octobre ou en décembre, on va faire une séance vraiment dédiée à ça pour faire le point en général, donc sur ce qui se fait en général, puis donner une saveur québécoise. Donc, qu'est-ce que nos laboratoires font, comme Sylvia a mentionné, Chantal. Donc, il se fait de très belles choses, d'excellentes recherches au Québec. Et donc, ça permettrait aussi de mettre en valeur nos chercheurs et les plus jeunes en particulier qui sont fantastiques. Donc, est-ce que quelqu'un veut commenter un peu sur les avancées, un peu donner un peu une saveur, une perspective, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, évidemment, c'est une question qui est très large, mais peut-être identifier des créneaux qui se développent présentement. Je sais que Tekassun t'en a mentionné quelques-uns tantôt. I don't know, Chantal, if you want to jump in. I think Just a few hints of what's going on. Yeah, I mean, I just want to reiterate that what Dr. Genge said, the fact that these clinical trials that are really exciting and that have high potential are here in Quebec. This is a great opportunity for people living with ALS to participate and be active, and they're coming from fundamental research that's happening. And with the support of SLA Quebec and other organizations that are supporting ALS research, there's really a real strong movement to take findings from fundamental science to clinic, like what Richard beautifully has demonstrated with some of the work he's done out of his lab, now going to clinical trial. So I just want to try to re-energize everyone and say that your participation is so needed. And there's a lot of research behind you and trying to find better therapeutics for treatments. And so this is the exciting part in Quebec. And there's more than 16 laboratories that are working on ALS research in this province alone. Maybe that number's increased now, Richard. Yeah, I don't know. I think we still have to do to redo our count. Yes. Redo our count. So at least 16. At least 16. At least so 16. There's a lot of fantastic things going on, and we're really part of the leadership in ALS research right now. Okay. Anybody wants to? Sylvia, veux-tu ajouter quelque chose ou Cassin? Je peux juste ajouter encore une fois, comme Chantal disait, votre participation, c'est vraiment très, très important. Il y avait aussi une question, pas seulement sur les avancées, mais aussi sur la recherche sur la SLA sporadique. Bien sûr, nous, la recherche fondamentale, on a travaillé pendant des années sur des modèles qui venaient juste avec des formes familiales, avec des mutations. Mais maintenant, ça fait quelques années qu'on commence vraiment à travailler plus sur les formes, sur la SLA
sporadiques. Et ça, c'est grâce aux cellules souches qu'on peut prendre, qu'on peut générer, qu'on prend à partir du sang des patients. Donc, on va vraiment chercher les sangs, prendre les échantillons des patients, aller chercher des cellules et puis les faire devenir en motoneurones, en cellules gliales et étudier qu'est-ce que ça arrive à ces cellules qui proviennent des patients avec une SLA sporadique. Donc, oui, les grosses avancées, c'est aussi vraiment la recherche sur la SLA sporadique, pas seulement sur les tissus qu'on peut avoir, mais prendre vraiment les cellules et les faire devenir des motoneurones, des autres cellules gliales et tout ça, étudier un peu les mécanismes et voir si, surtout, ça c'est important, et voir si les thérapies que nous, on pense pourraient fonctionner, elles fonctionnent vraiment sur des cellules humaines qui proviennent des patients. Donc, participation pour vous, pour notre recherche aussi. Merci Sylvia. Puis, ouais, go, Cassine. Je peux juste rajouter, je pense la question était, on sait beaucoup aussi parce que depuis les 10 ans, là, on a appris beaucoup sur les nouveaux gènes, puis ça a vraiment accéléré notre compréhension de la maladie. Et quand vous voyez ce que le Dr. Genge a montré, là, il y a beaucoup d'essais cliniques depuis le Ice Bucket Challenge, là, il y en a beaucoup qui sont entrés. Et je pense à ce que Sylvia a dit aussi, votre participation en termes d'échantillonnage, c'est important, mais ce que vous avez fait aussi, amasser les fonds, là, ça nous a aidé beaucoup, là. Donc, je pense, faut pas oublier les deux ensemble, ça nous aide beaucoup. Donc, ensemble, il faut continuer à travailler ensemble, je pense. Oui, et pour puis dans l'optique ou la philosophie de cette petite séance que j'ai en tête pour l'automne, par exemple, les cellules souches, donc comment reprogrammer des cellules de patients qui, par exemple, n'ont pas d'histoire familiale ou qui n'ont pas de gènes connus et des reprogrammer en neurones ou en cellules gliales, c'est super excitant, mais il y a énormément de limites à ça. Et donc, ce genre de présentation-là pourrait vous donner un peu la saveur, comment on développe les outils, quelles sont les avancées. Il y a des trucs qu'on peut faire pour contourner les limites. Donc, il y a plein de trucs qui se passent et qui font que ces données-là sont très probantes et qu'on peut les utiliser. Donc, c'est vraiment, il y a énormément de choses qui se font de ce côté-là. Un gros développement aussi qui est très en explosion, c'est la recherche pour trouver des biomarqueurs. Donc, toujours le gros souci, c'est de pouvoir identifier une personne avec le diagnostic de la SLA avant que ce soit trop tard. Donc, avant que les symptômes soient présents, avant que vous arriviez en clinique et que vous ayez la mauvaise nouvelle, est-ce qu'on peut avoir une idée beaucoup plus tôt que effectivement vous avez un risque de développer la maladie, sans même savoir que vous avez un gène? Et donc ça, c'est extrêmement important parce que plus tôt on le sait, plus tôt on peut intervenir, on peut planifier, on peut voir qu'est-ce qui se fait. Donc, il y a énormément de travail qui se fait là-dessus. Il y a plusieurs avancées. Sylvia a fait mention, par exemple, les petites protéines de ce qu'elle appelle le petit velcro autour des cellules. Ces petites protéines-là sont extrêmement importantes. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Et on se sert justement des échantillons comme ceux obtenus par Capture pour faire une étude exhaustive aidée par l'intelligence artificielle et les interfaces machines pour identifier les meilleurs candidats. Donc ça, c'est en gros développement et il y a des choses qui vont sortir. Présentement, il n'y en a qu'un seul qu'on utilise qui s'appelle le neurofilament. Donc, c'est une petite protéine qui est super importante pour la structure des axones. Et quand ces axones-là sont endommagés, ben, la protéine se retrouve soit dans le liquide qui est autour de votre cerveau ou dans le sang. Mais ça, c'est pas spécifique à la SLA. Par contre, c'est un bon rapporteur. Donc, nous, ce que ça nous prend, c'est un marqueur qui va être vraiment sélectif pour la SLA. Et donc, on travaille là-dessus. La communauté, on travaille là-dessus. Donc, ça, c'est un autre aspect. Donc, il y a effectivement plusieurs aspects qui peuvent être, qui sont en développement.
point de vue recherche qui touche plus que donc de manière plus générale, nous, ce qu'on fait dans le laboratoire sur la jonction neuromusculaire, donc le contact nerf-muscle, ce qu'on propose, c'est que ces contacts nerfs-muscles-là sont altérés dans toutes les formes de la maladie, peu importe le gène, peu importe que vous ayez une forme familiale ou non. Donc, c'est une espèce de goulot d'étranglement où tous les patients ont des problèmes avec ces contacts nerfs-muscles-là. Et notre approche dont Dr. Ganj a mentionné avec la drogue d'arifénacine, c'est de stabiliser ces contacts-là. Donc, ça pourrait être une approche transversale, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas ça pourrait être ça pourrait être utile, bénéfique pour tous les patients, si évidemment ça fonctionne. Donc, on est en essai clinique pour voir si on a touché quelque chose qui fonctionne, mais ça, c'est une approche. Donc, il y a une vision maintenant pour que les gens essaient de trouver un aspect qui est plus global. La statmine, c'est pareil. C'est une protéine dans les axones qui est super importante pour stabiliser les axones et leur plasticité. Si ça fonctionne, ça pourrait être une approche qui pourrait couvrir un très large, un grand nombre de patients. Donc, c'est le genre d'approche qu'on fait. Et comme Cassine disait, on connaît beaucoup mieux la génétique. Donc, connaissant les gènes, on sait mieux comment toute la biologie derrière les produits de ces gènes-là fonctionne et ça l'a aidé énormément à développer des nouveaux outils, des nouvelles approches et des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, je pense que ça fait un survol, mais je pense que ça montre l'explosion d'activité et je pense c'est une période où c'est extrêmement excitant de faire de la recherche sur la SLA parce qu'on a de nombreux outils. Le potentiel est là. Je sais que c'est jamais assez rapide, là, on s'entend, mais pour nous, chercheurs, c'est une période où on sent le potentiel et on arrive à toucher au but. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter là-dessus. OK. Alors, si on... donc, Madame Roy, je ne vois pas dans le chat, ça a été répondu. Si ça serait pour nos cliniciens, est-ce que vous avez remarqué une augmentation des diagnostics de SLA au cours des dernières années? Disons, notre clinique a grossi, mais je pense pas que c'est l'épidémiologie. Je pense pas qu'il y ait plus d'incidence nécessairement, là. Donc, faut réaliser que c'est une maladie rare, mais en fait, si on prend l'incidence cumulée, donc si on prend l'incidence annuelle, le nombre de nouveaux cas, on arrive peut-être à 2 personnes par 100 000 de population. Mais si on prend, par exemple, les finissants du secondaire de 1960, okay, ben, tu sais, maintenant qu'ils ont 80 ans, ou même un peu moins. 60, ouais, mettons. C'est Ben, moi qui pense pas ça. Ben, t'as pas gradué le secondaire en 1960, genre. T'étais-tu là? Mais si on prend des gens qui ont 80, 85 ans aujourd'hui, en fait, leur risque à vie était probablement de 1 sur 400. Donc, si on prend l'incidence cumulée, donc dans une cohorte. Donc, 1 sur 400, ça fait que tout le monde finit par connaître quelqu'un qui a eu la SLA. Donc, dans ma vie personnelle, en dehors du travail, d'ACLA Québec, tout ça, ben, là, il y a une personne dans mon entourage qui en a été atteinte. Donc, faut réaliser que c'est relativement commun là, parmi les maladies rares. Merci. Richard, il y a une question de Dave Parsignon plus haut. Ah, OK. La communication, ça a été répondu. C'est juste avant le commentaire de... Ah oui, OK. Donc, oui, ça c'est difficile.
Monsieur Parsigno qui demande quelque chose pour la sclérose latérale primaire, la SLP. Peut-être Vincent, Geneviève. Réponse simple et que pas vraiment, malheureusement. Ouais. Le Riluzole, personnellement, moi, je le tente quand même chez mes patients avec une SLP, mais on n'a pas d'aussi bonne évidence que ça fonctionne dans cette forme-là que de la SLA. En grande partie parce que la SLP était sous-étudiée il y avait pas beaucoup de patients, bref, dans les études en général, donc on a moins de bonnes données. Donc, mais probablement que ça fonctionne un peu moins bien que que la forme classique de la SLA. Et malheureusement, on n'a pas vraiment d'autres options pour la SLP. C'est sûr qu'on a des options symptomatiques. Donc, si on a parlé plutôt de spasticité, donc ça s'applique aussi à la SLP principalement. Mais sinon, en termes d'évolution de la maladie, là, on n'a pas vraiment de thérapie. C'est une maladie rare parmi les rares, mais bien sûr, vous êtes invité à participer à Capture ALS, donc ça va nous permettre d'avoir des données pour la maladie. Il y a d'autres initiatives, une cohorte américaine également. Merci pour votre question. Plusieurs questions en rafale qui se résument un peu la convergence ou le lien entre SLA et d'autres maladies, soit neurodégénératives ou immunitaires. Donc, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Donc, est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un recoupement qu'on peut faire entre la SLA et les autres maladies neurodégénératives? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Ben, c'est vraiment pas simple, là. Fait que Non, c'est pas simple. Je vais donner le plus facile, puis ensuite, les autres, tu préciseront. Parfait, c'est l'avantage de commencer. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Bon, sclérose, hein, c'est un terme de pathologie. Faut imaginer, là, les neurologues au 19e siècle, là, en 1860, là, M. Charcot, des gens très brillants, mais qui avaient pour travailler leurs 10 doigts, leurs 2 yeux, leur méninge, puis ils ne pouvaient pas faire d'imagerie du cerveau. Donc, ils faisaient beaucoup de pathologie, des études d'autopsie. Donc, le patient décédait, puis il étudiait le cerveau. Sclérose, en gros, là, ça veut dire que la substance, la structure qui est supposée être là, n'est plus là. C'est remplacé par du tissu conjonctif, là, de la glu. Okay? Cicatricielle, c'est... Ouais. C'est ça, la cicatrice. Donc, la sclérose en plaques, donc c'est des plaques, okay, qui peuvent être n'importe où dans le cerveau, puis c'est très inflammatoire comme maladie. Okay. En SLA, c'est de la sclérose, c'est les sections motrices seulement qui sont atteintes, disons, surtout motrices qui sont atteintes, et puis il y a de l'inflammation. Oui, c'est probablement important chez certains patients, mais ce qui est central, c'est plus de la dégénération. Hein, c'est pas tellement l'inflammation. Ensuite, est-ce qu'il y a des liens avec le Parkinson, l'Alzheimer? Rarement, OK? À part que c'est des maladies dégénératives, que les neurones meurent, qu'on ne sache pas c'est exactement quoi qui commence le processus. C'est pas mal ça qui est en commun. Il y a cependant, de façon intéressante, des patients qui ont et une SLA et une Alzheimer. Donc, on a le droit. Puis ça, c'est parce qu'il y a des protéines anormales qui s'accumulent dans le cerveau, mais dans des zones différentes. Hein? Alzheimer, c'est les zones qui s'occupent de la mémoire, surtout. Puis c'est du tau, A-bêta. Puis dans la SLA, ben, c'est surtout du TDP-43 dans les neurones moteurs. Il y a cependant des mutations qui peuvent causer
qui peuvent mimer, en fait, qui peuvent causer plusieurs façons différentes de se présenter de la maladie, puis ça dans une même famille. Par exemple, l'expansion dans le gène C9ORF peut causer la SLA, mais dans l'arbre généalogique, on voit des gens qui avaient du parkinsonisme, même des gens qui semblent avoir de la démence frontotemporale, ça on sait que c'est sur un même spectre. Mais il y a même des gens qui ont du parkinsonisme dans la même famille, puis même quelque chose qui ressemble à une chorée d'Huntington. Donc, il y a peut-être des liens, mais c'est quand même mystérieux et pas évident. Chantal, Sylvia, do you want to add something in terms of, Mais maybe... je pense que Geneviève a touché quelque chose d'important. Je pense au niveau clinique, ça a l'air très différent, mais c'est différent. Mais il commence à avoir des évidences au niveau moléculaire, comme le C9, là, oui. C'est quelque chose que nous, on a intéressé, là, de vérifier ce qu'on a vu dans les tissus post-mortem ALS pur C9, dans les tissus parkinsoniens qui sont porteurs aussi de C9. Donc, peut-être au niveau moléculaire, il peut y avoir des convergences, mais la présentation clinique demeure différente. Mais je sais, il y a certaines drogues qui sont utilisées même pour le MS, là, la sclérose en plaques. C'est un nanocristal là, pour l'inflammation, j'ai oublié le nom, là, mais qui commence à être utilisé en clinique, à tester en clinique pour la SLA. Mais la question demeure, est-ce que c'est une cause-conséquence? Donc, ça, on est encore loin de là. Mais au niveau moléculaire, on commence à avoir des petites choses communes. Oui. Puis en fait, c'est intéressant, Christine, parce que tu sais, Dr. Genge en a mentionné, il y en a eu plusieurs dans le passé, mais il y en a encore maintenant qui vont, des études cliniques qui vont cibler la réponse inflammatoire, donc qui va être délétère aux neurones. Puis dans la sclérose en plaques, c'est principalement des réponses inflammatoires. Donc, il peut y avoir un chevauchement à ce niveau-là. C'est ça que donc Christine fait référence. Il y a aussi un aspect intéressant dans la SLA, c'est la protéine TDP43 qui est, je dirais, disons, la protéine principale reconnue maintenant, ciblée. Les cas d'SLA, près tous les cas d'SLA présentent un dérèglement dans la localisation ou la fonction de cette protéine-là, mais on voit ce dérèglement-là chez des patients Alzheimer aussi. On le voit dans le vieillissement, on le voit donc, comme Kessin dit, donc il y a des recoupements de mécanismes qui sont, je pense, c'est vraiment des informations extrêmement importantes. Le problème qu'on a, c'est pourquoi dans la SLA, c'est un type de neurone et dans Alzheimer, c'en est un autre type. Et ça demeure un mystère. Ça, on ne sait pas pourquoi. Malgré qu'on commence à mieux comprendre des mécanismes moléculaires sous-jacents. Ça demeure un mystère. Si je peux juste ajouter, ça c'est Absolument. très intéressant sur le fait que oui, il y a vraiment plus des études moléculaires et des évidences moléculaires qui mettent un peu plus en commun toutes les maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson. Et on pourrait peut-être un jour, avec des études, avec beaucoup de recherches fondamentales et cliniques, penser à réutiliser quelque chose qui n'a pas marché peut-être pour Alzheimer ou Parkinson et après aller marcher pour SLA parce que nos recherches un jour nous amèneront à découvrir des pathways, des voies moléculaires en commun entre ces maladies. Oui, merci. Bonne idée. Deux questions de Mme Perrault et de Mme Doyle sur est-ce que les enfants et petits-enfants de la personne atteinte devraient participer à des recherches pour trouver un marqueur héréditaire? Et en lien avec ça, c'est Mme Doyle qui rajoute, est-ce que si notre mère est décédée de la SLA bulbaire seulement 3 mois après le diagnostic, alors serait-il important que les enfants participent à ces études-là aussi? Donc, le lien familial, participation des études et tout. Qui veut se lancer là-dessus? Kessin, oui? C'est sûr, au niveau génétique, nous, c'est quelque chose qu'on aimerait, là, que vraiment on fait le lien. Il faut vraiment tous les membres de la famille atteints, non atteints pour mieux comprendre la génétique. Euh, Par contre, au niveau application clinique, c'est sûr, des fois, quand on a le diagnostic, ben, les parents ne sont plus là aussi. Donc, ça devient plus difficile.
Mais moi, j'encouragerais, là, si, après, c'est aussi, est-ce que vous voulez savoir quelqu'un a un variant génétique susceptible de donner la SLA, est-ce que vous voulez savoir ou pas? Donc ça, Mm. c'est un peu plus personnel. Mais moi, j'encouragerais, oui, si on peut, au niveau génétique, ça aiderait la recherche beaucoup. Au niveau biomarqueur, je pense il y a juste le neurofilament, là, Ouais, ben c'est ça, j'allais rajouter, Christine, sur il y a des. Ça, c'est aux États-Unis. Je pense pas que ça se fasse au Canada, ouais. mais il y a des justement où ils se créent des biobanques, donc sur des gens qui sont de forme familiale, dont ils connaissent donc effectivement leur historique familial. Et ils font, pendant des années, ils vont faire la collecte de sang, de biomarqueurs, ils vont faire des mesures pour bien suivre l'évolution de ces gens-là avant que la maladie se manifeste. Puis peut-être qu'elle se manifestera pas non plus, parce qu'on ne le sait pas. Et donc, ça, il y a quelques gros laboratoires qui font cette collecte de données-là. Et c'est extrêmement important parce que toutes les données qu'on peut accumuler avant que ça se produise ou que ça ne se produise pas, c'est des données d'une richesse incroyable parce qu'on est en amont de ce qui va se produire. Alors pour nous, ça, c'est indescriptible comme qualité de données, un peu comme Kesson mentionnait. Donc, ça peut se faire pour les biomarqueurs. Savoir est-ce qu'on peut avoir un biomarqueur qui va être euh, euh, très robuste, qui va pouvoir nous donner avec plus de certitude qu'effectivement, oui, à probabilité très élevée, vous allez développer la maladie ou non. C'est le genre de données qui sont extrêmement importantes pour ça. Donc, oui, effectivement, si vous pouvez, on vous encourage fortement à pouvoir participer à ces études-là. And I just wanted to add too, like if there are potential family links to ALS, there's genetic testing that's available through your clinician or your clinic. And then if there is a genetic underpinning, there is a genetic counselor, a national genetic counselor services through ALS Canada that are offered nationally. So that's something too to consider if there's a potential genetic link that's been identified to also get some genetic counseling with that. Merci, Chantal. Mais puis, tu as mis les liens dans le chat. Merci Oui. beaucoup. Merci. Le temps file. Il nous reste quelques questions peut-être dans le chat. J'ai vu votre question, Monsieur Eliopoulos. Peut-être juste terminer sur ma liste, puis je reviens à votre question sur Neuralink. Madame Hott qui avait demandé comment expliquer cette maladie aux enfants. Et c'est extrêmement pertinent parce que malheureusement, ça touche souvent des jeunes familles. Donc, par coïncidence, j'étais au Congrès canadien des neurosciences qui était à Montréal il y a 2, 3 semaines déjà. Et il existe, c'est des étudiantes en neurosciences de McGill qui ont parti une petite entreprise et ils créent des livres pour expliquer le cerveau, expliquer les maladies par des exercices de coloriage, des livres pour enfants. Donc, c'est le Québec, on est en contact avec eux justement pour faire un projet, pour essayer de développer cet outil-là pour mieux communiquer avec les enfants, pour mieux leur expliquer cette maladie. Donc, on espère pouvoir débloquer ce projet-là dans un avenir très rapproché. Il y a tout le matériel qui a été fait pour Y-Care, donc le programme pour les jeunes proches aidants avec Ravenel. Puis l'équipe de Cela Québec, il y a beaucoup de liens, je pense, de matériel sur le site. Tout à fait. C'est ça. Donc, merci Geneviève pour le complément d'information. Donc, c'est extrêmement important et on y travaille. On continue d'y travailler. Donc, Monsieur Yalopoulos, c'est votre your question is about brain computer interface ou brain machine interface. Est-ce qu'il y a des choses qui se font au Québec? Donc, vous mentionnez Neuralink, donc en particulier pour
pour la communication, donc le verbal. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a de quoi au Québec là-dessus, en clinique. Moi, je suis pas Pas au pour courant. l'instant. Ouais, je pense pas, hein. On est en contact avec beaucoup de gens tu sais, qui ont des projets intéressants. Neuralink, disons, là, c'est pas débordant de transparence, cependant. Mhm. Donc, on accompagne bien sûr les gens qui seraient intéressés, mais on n'entend pas parler avec d'autres formes, donc à venir. Merci, merci. Écoutez, qu'est-ce qui me restait comme question? OK, Monsieur Casgrain. Excuse-moi, Monsieur Benoît Boucher, que Anaïs peut répondre. J'ai manqué, Kate, peux-tu répéter? Monsieur Benoît Boucher avait demandé une question reliée à les élections qui s'en viennent et notre décision. Quoi Oui, demander aux politiciens? oui, oui, tout à fait. Anaïs peut répondre. Oui. Oui, oui, je peux répondre. Donc, votre question, c'était lorsque nous serons interpellés par les partis politiques aux prochaines élections, quelles sont les revendications de SLA Québec et comment pouvons-nous répéter le même message? Oui, donc ça fait partie de notre mission. On fait partie d'un regroupement qui s'appelle Partenaires Neuro. On fait des représentations au niveau du gouvernement au Québec. On a émis un mémoire prébudgétaire, donc on a envoyé en fait au gouvernement. Puis, il y a 3 axes que je peux vous dire, mais principalement le soutien du programme PAD, qui, vous savez, a été annulé, qui va être de retour, le chèque emploi-service, aussi l'accès aux médicaments, un accès rapide aux médicaments. Donc, on a parlé, par exemple, du Qalsody. Donc, c'est principalement nos axes. Au niveau fédéral aussi, on fait des représentations pour accélérer et unifier les efforts de recherche. Donc, vous avez peut-être entendu parler là, avec toutes les autres provinces de la collaboration canadienne pour vaincre la SLA, donc qui se concentre sur la recherche. Donc, oui, on fait des représentations. Puis, avec les élections qui viennent, on veut influencer les programmes des candidats. Donc, oui, vous pouvez répéter le même message. Si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être rentrer en contact avec vous. On a un programme d'ambassadeurs, donc des personnes qui vont à la rencontre des députés avec nous, qui font des relations gouvernementales. Donc, oui, on pourrait entrer en contact si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, Anaïs, très clair. Écoutez, peut-être la dernière question, là, je vois, on arrive presque à la fin. Une question de M. Casgrain. Les médicaments les plus prometteurs se dirigent vers la forme génétique ou non génétique? Et qui veut se lancer? Les tests cliniques, là, ce que Angela a montré, c'est un peu les deux. Là. On a comme Statmin qui est sporadique, et puis Mm. Tofersen qui est déjà approuvé, c'est plus génétique. Ouais, Je ouais. pense que c'est difficile je pense que les essais cliniques essaient d'avoir les deux. Mm. Oui, je sais pas si ça répond à la question, là, Ouais. mais je pense qu'on a plusieurs trucs prometteurs pour les deux. Là. Absolument. Je pense déjà avec Tofferson, c'est un peu un coup de circuit parce qu'on a un outil qui peut être extrêmement efficace, qui n'est pas parfait, mais qui peut être extrêmement efficace. Donc, c'est une forme génétique. Mais effectivement, nos stratégies pour les formes non génétiques ou du moins les formes plus élargies, euh, on a des belles stratégies et je pense qu'on risque d'avoir pas le risque, mais les chances d'avoir un succès à court terme est assez élevé. Donc, on y va sur les deux fronts et on n'a pas le choix hein, parce que les formes, les formes les patients qui n'ont pas de cause génétique connue, c'est un pourcentage élevé. Donc, il faut absolument, absolument mettre des efforts là-dessus. C'est impérieux. Et on y va dans les deux. Donc, moi, je répondrais les deux. C'est peut-être un peu ambitieux, prétentieux, mais je pense que c'est réaliste en même temps. Bon, écoutez, on arrive à la fin. Il nous reste que quelques minutes, donc peut-être j'en profiterai pour
encore une fois remercier nos panélistes pour votre temps, votre implication, la qualité de vos réponses. C'est extrêmement apprécié. Également, j'aimerais aussi remercier Kate, Anaïs, ASLA Québec, Lauren, qui ont permis d'organiser tout ça, qui nous permettent d'avoir ce forum de discussion. Alors, un gros merci à tous. Et puis, écoute, je vous souhaite un bel été. J'espère qu'on va se voir aux marches. On va être là à la marche. Nous, plusieurs chercheurs, on va être là à la marche de Montréal. Je sais que Chantel, Sylvia, vous allez être à Québec. Donc, venez nous voir. On va être là avec des étudiants. Venez nous voir. N'hésitez pas. Posez vos questions. Et si on ne le sait pas, on va vous le dire qu'on ne le sait pas, puis on va les fouiller, puis on va vous revenir là-dessus. On est là pour vous, on est là pour ça, pour vous donner l'heure juste. En espérant que ce qu'on vous a présenté ce soir aussi, c'est une réalité, mais je pense que c'est une réalité qui est remplie d'espoir. Je pense que c'est important un espoir balancé, mais quand même, l'espoir est là et on y travaille très fort. Donc, je remets la parole à Kate Merci pour beaucoup. conclure la session. Et merci à les panélistes aussi de notre part. Je juste veux répéter comme Richard a dit, la marche de Montréal, c'est samedi le 13 juin, mais aussi il y a des marches le dimanche, le 14 juin, à Victoriaville, à Sherbrooke et à Sainte-Adèle. Donc, si vous êtes dans ces régions-là, s'il vous plaît, joignez-nous. Ça va être un vrai plaisir. Pour les gens familles qui sont avec nous, si vous êtes intéressés de participer dans le groupe de soutien en personne à la ville de Lorraine, c'est jeudi le 18 juin. Je juste vais plugger, même si c'est le mois de août, rouler pour le SLA. Donc, ça, c'est à Nicolet, le 22 et 23 août. Et si vous aimez faire le voile adapté, nous avons une session réservée pour le 6 août. Donc, envoyez-moi des courriels et je vais répondre. Donnez-vous plus d'informations. J'aimerais encore remercier Biogène et Shio Nogi pour leur support. Et je vous souhaite vraiment une belle soirée tout le monde. Merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien.